En avril 2015, une violente tempête frappe la baie de Mobile lors de la course de voile de l'île Dauphine en Alabama. 8 bateaux chavirent et 6 personnes ne rentrent pas. La course de yacht de l'île Dauphine est un événement de voile annuel dans la baie de Mobile, en Alabama, qui remonte aux années 1920. L'événement printanier est largement considéré comme une célébration de la culture maritime de la côte du Golfe, attirant un mélange de marins chevronnés et de plaisanciers, tandis que la communauté locale profite des festivités à terre. La course fait 18 milles nautiques partant du haut de la baie et franchissant la ligne près du pont de l'île Dauphine, dans le coin sud-ouest de la baie. La baie a une profondeur moyenne de 10 pieds et une superficie d'environ 413 000 carrés. Elle est protégée du golfe du Mexique par des îles barrières. La course est organisée à tour de rôle par 3 clubs nautiques, Buccaneer, Fairhope et le Mobile Yacht Club. En 2015, le club nautique de Fairhope prend en charge la coordination de la course avec 125 bateaux et environ 475 marins. Le matin du 25 avril, une légère brise souffle sur la baie de Mobile, alors que les marins se préparent pour une course vers la côte. Ron Gaston et Anna Blalek s'entraînent au trapèze sur le Kila, un catamaran de 16 pieds. Ron Gaston, 50 ans, pratique la voile depuis la majeure partie de sa vie. Il attache son harnais et se penche en arrière au-dessus de l'eau. Anna a 15 ans et n'a jamais mis les pieds sur un voilier auparavant. C'est la meilleure amie de Sarah, la fille de Ron. Le Hobbycat de Ron, comme beaucoup de participants, est assez léger pour être tiré sur la plage à la main. Parmi les bateaux en course, il y a des modèles spécialement conçus, de grands navires avec cabine sous le pont, ainsi que de plus petits comme le Hobbycat de Ron. Les équipages sont aussi variés dans leurs compétences et expériences que les bateaux de la course. Quelques heures avant le début prévu de la course, le centre de prévision des tempêtes avertit d'une météo sévère sur la côte du Golfe, avec de fortes rafales, de la grêle et possiblement des tornades. Il y a 15% de chances que les vents dépassent, 50 nœuds avec la plupart des alertes entre 11h et 15h. Sur l'eau, un officiel contacte le bureau du club par radio pour demander d'afficher la liste des inscrits. Une liste des inscrits donne la liste des bateaux et leur handicap, ce qui permet d'évaluer des bateaux de taille et de classes différentes les uns par rapport aux autres. Ce que le bureau comprend, c'est d'annuler la course. À 7h57, alors que les marins se rassemblent dans la baie pour un départ à 9h30, le site web du Yacht Club diffuse un message. La course est annulée en raison des conditions météorologiques. Le service météorologique national de Mobile publie une alerte météo dangereuse, suivie d'une prévision critique à 8h08 avertissant de l'arrivée d'orages venant de l'ouest. À 8h10, l'avis d'annulation est retiré du site web. Nous avions une personne de la NOAA ici la veille au soir qui nous a fait un briefing sur la météo. Si vous avez déjà navigué sur la baie de Mobile, vous savez qu'elle peut être magnifique à un moment, calme à un autre, puis soudain un orage peut arriver. Gary Garner, le commodore du Fairhope Yacht Club, donne l'ordre de poursuivre la course. Il explique que le message d'annulation diffusé plus tôt n'est rien d'autre qu'une regrettable erreur. Cela crée une certaine confusion sur l'eau et donc le départ de la course est retardé de 9h30 à 10h30. Le front orageux atteint maintenant le port de Pascagoula, Mississippi, à 40 miles au sud-ouest de Mobile. La tempête balaie la Louisiane à 40 nœuds. À 9h37, une rafale de 56 nœuds frappe la plateforme pétrolière West Cameron Block 17 dans le golfe du Mexique, suivie d'une rafale de 72 nœuds sur la plateforme pétrolière West Cameron Block 110. Cette poussée météorologique se dirige vers la baie de Mobile. À 10h45, les bateaux qui tournent dans la baie de Mobile se préparent pour le départ de la course. Ils consultent leurs téléphones et leurs instruments pour obtenir des mises à jour météorologiques. 8 bateaux se retirent. 117 suivent la recommandation du commodore du club de participer à la course. À bord du voilier monocoque de 24 pieds nommé Razor, Leonard Luton, dit que 7 ans son père et 3 amis discutent des bulletins météorologiques à venir. Ils arrivent à la conclusion collective que la tempête arrivera probablement à 16h15. Cela leur laisse suffisamment de temps pour exécuter leur plan de course.
Ils iront jusqu'à l'île d'Afen, franchiront la ligne d'arrivée, feront demi-tour et rentreront à leur port avant l'arrivée du front. Le bateau de sécurité transportant les officiels de la course signale le compte à rebours. Léonard et son équipage lèvent l'ancre, prenant la tête de la course. De petits catamarans fendent l'eau. Leur structure légère en fait certains des bateaux les plus rapides de la course. Hannah et Ron, à bord de Kayla, prennent de l'avance. Ils dépassent un voilier monocoque de 36 pieds nommé Windnuts, sous le commandement de l'ami de Ron, Scott Godbold. Lors de la première étape, Hannah et Ron affrontent Shane Gaston, le frère de Ron, qui navigue sur un catamaran identique. À mi-parcours de la course, Ron effectue une manœuvre calculée. Au lieu de prendre la route la plus courte en se dirigeant directement vers l'île Dauphine, il décide de virer vers l'ouest avant de finalement tourner vers le sud. Cette stratégie porte ses fruits. Aux alentours de 14 heures, ils franchissent la ligne d'arrivée en première position. Le frère de Ron, Shane, franchit la ligne 1 minute plus tard. Ni Ron ni Shane ne restent sur l'île Dauphine. Comme Léonard et son équipage, ils estiment qu'ils peuvent rentrer chez eux en toute sécurité avant que le temps ne se gâte. Alors ils mettent le cap sur la maison. Peu avant 15 heures, le ciel à l'ouest commence à s'assombrir alors que des orages approchent de la baie de Mobile. Un mur de pluie obscurcit l'horizon occidental. Ron dit à Hannah qu'il se peut qu'il pleuve, mais il espère qu'ils arriveront au Buccaneer Yacht Club avant que la pluie n'arrive. Hannah tient un GPS portable qu'elle consulte fréquemment pour suivre leur progression. Elle est étonnée par les vitesses qu'ils atteignent. Elle passe la lanière du GPS autour de son cou et le glisse dans son gilet de sauvetage. La tempête qui a commencé au Texas traverse 3 États pour atteindre les confins occidentaux de la baie de Mobile. Sur son trajet, elle se transforme en 3 cellules orageuses distinctes. Chaque cellule transporte de l'air glacial et des particules de glace, portées par un courant ascendant chaud. Normalement, une masse froide se dissiperait simplement. Mais lorsque la tempête passe au-dessus de la Terre, le courant ascendant est interrompu, ce qui fait que l'air froid et les particules de glace tombent au sol. Lorsque ces particules de glace retombent sur Terre, elles créent un puissant courant descendant. En tombant, la glace fond et l'eau s'évapore, ce qui alimente le courant descendant et augmente sa puissance. Cela crée une masse d'air froid sous l'orage, ce qui entraîne de puissantes rafales. L'effet de refroidissement est amplifié lorsqu'il rencontre la couche d'air sec autour de la baie de Mobile. À mesure que la température baisse, l'air devient plus dense, ce qui augmente la pression barométrique et intensifie les rafales de vent. Les stations météorologiques près de la baie de Mobile constatent la baisse de température et la hausse de pression barométrique. Peu après 15 heures, des vents de force ouragan et des vagues gigantesques s'abattent sur la baie de Mobile. Des éclairs illuminent le ciel, suivis de fortes pluies et d'une baisse soudaine de température. Alors que la tempête s'intensifie, Hannah sent l'air froid la frapper, puis un moment de calme est brisé par des vents de force ouragan. Leur bateau, le Kila, chavire, projetant Hannah et Ron dans l'eau. Ron attrape Hannah et une corde attachée au bateau. Le vent attrape la coque retournée et commence à éloigner le bateau de Ron et Hannah. Ron lâche la corde et s'accroche à Hannah. À environ 30 miles au nord, Philip McNamara commence sa toute première garde en tant qu'officier de permanence des gardes-côtes. Les appels de détresse affluent. Dès le 3e appel, il devient évident qu'un événement majeur a lieu. La garde côtière passe à l'action. Les autorités évaluent la situation tandis que les marins de la baie tentent de survivre. De nombreux bateaux sont pris dans la tempête et les membres d'équipage luttent pour survivre. La garde côtière déploie plusieurs navires et aéronefs pour rechercher des survivants. Lorsqu'un bateau est en détresse et que le capitaine lance un appel Mayday, cet appel contient des informations précises. Le nom du navire, la localisation, la nature de l'urgence et le nombre de personnes à bord. Ces informations donnent à la garde côtière un mandat très clair, sauver X personnes. Lorsque la garde côtière contacte les organisateurs de la course pour obtenir une liste des navires et des personnes, cette liste complète n'existe pas. Le club nautique dispose d'une liste des bateaux qui participent à la course, mais il n'a pas de liste des membres d'équipage. Sans savoir combien de personnes ou combien de navires manquent à l'appel, leur travail devient beaucoup plus difficile à gérer.
un officier de la garde côtière contacte les familles pour recenser les disparus. Ron et Anna luttent contre les vagues et le vent. Ron sort son téléphone mouillé d'une coque étanche. Anna parvient à guider les sauveteurs vers leur position en utilisant les coordonnées qu'elle extrait du GPS. Le frère de Ron, Shane, survit à plusieurs chavirements avant d'atteindre finalement le rivage. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pendant la nuit. L'adolescent Leonard Luton du yacht Razor et son équipage sont toujours portés disparus. Ils ont été emportés au large par les courants. Pendant 5 jours, entre le 25 et le 30 avril, les gardes-côtes effectuent 145 recherches couvrant 7500 miles carrés d'océan. Les sauveteurs passant d'une embarcation chavirée à une autre, espérant trouver des survivants. Après des heures passées dans l'eau, Leonard est récupéré par les gardes-côtes. Un membre d'équipage est retrouvé mort, un autre reste introuvable. Le Yacht Club fait l'objet de réclamations dépassant 7 millions de dollars dans plusieurs affaires. Ils ont permis que la course ait lieu en sachant que de fortes intempéries allaient frapper la baie à un moment donné de la journée. Ils n'avèrent pas non plus la liste complète des participants à la course. Les organisateurs collaborent désormais avec les gardes-côtes pour mieux recueillir les informations sur les équipages et les bateaux durant les courses. Cela n'excuse pas les capitaines et équipages d'avoir ignoré les avertissements météo. 8 bateaux se sont retirés de la course, assurant la sécurité de leur équipage. 8 bateaux ont coulé, 40 personnes ont été secourues, 6 marins sont morts. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres sans pub, rejoignez notre Patreon via le lien en description. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement ou choisir une adhésion avec des avantages allant des vidéos sans publicité à l'accès anticipé et aux appels en direct de questions-réponses. J'ai hâte de vous y retrouver.